Bonjour à toutes et à tous, à pied, à ski ou même en camping-car, nous voilà repartis sur les routes. Bienvenue dans Invitation Voyage. Aujourd'hui, c'est au Nouveau-Mexique que je vous invite, à Albuquerque, le décor d'une série qui en a fait triper plus d'un parmi vous, j'en suis sûre. Nous verrons comment Breaking Bad a été influencé par cette ville au milieu du désert. Cette station de lavage est un peu une métaphore dans la série. Walter White va se débarrasser du prof poussiéreux qu'il a été, et ce qui va en ressortir, c'est Heisenberg, un individu charismatique, incroyablement puissant et dangereux. Donc là, on est en position courbe, donc appui talon avec le ski amont, appui orteil avec le ski aval, les épaules dans la pente, et comme ça, on se déplace en télémarque dans les virages. Ok, c'est parti. Nous nous essaierons aussi au télémarque, dans les Vosges. Plus modeste que les Alpes, moins imposante, les pentes du Grand Ballon ont néanmoins été des pionnières en matière de ski et semblent le rester. Autre sport, autre région du monde, à Taïwan, je vous raconterai l'histoire d'une équipe de baseball sur laquelle vous n'auriez sans doute pas misé un nouveau dollar taïwanais. Sauf qu'à la surprise générale, elle est entrée dans la légende. Moi, je n'aime pas du tout cuisiner, mais j'adore manger. C'est pour ça que mes recettes doivent être rapides et appétissantes. Enfin, les quenelles, vous connaissez, mais les quenelles aux fruits. Ça, c'est un dessert dont raffolent les Tchèques. En l'occurrence, aujourd'hui, vous aurez la recette de la délicieuse version à la fraise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter de la crème. Avant tout cela, on fait une halte aux Pays-Bas via la devinette. Pourquoi Vermeer, ce peintre génial du XVIIe, a-t-il été contraint de se convertir au catholicisme ? L'auteur de cette vue de Delft ou encore de la laitière est né en 1632 et a été élevé dans la religion protestante. Mais il va être contraint de se convertir au catholicisme quand il avait environ 20 ans, dans une ville pourtant acquise au protestantisme. Alors pourquoi ? Je vous laisse cogiter et vous aurez la réponse dans 4 voyages. Le premier se déroule au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Chaque année en octobre se tient là-bas l'un des plus grands festivals de montgolfière au monde, mais ceux que nous allons suivre ont trouvé d'autres moyens de décoller. Breaking Bad, c'est l'inspiration du jour. C'est ce genre d'endroit où un Fleetwood Bender de 1986 surgit en plein désert. Que peut faire un camping-car ici? Est-ce un endroit pour passer des vacances? On se dit, il faut suivre sa trace. Elle nous mène dans une ville à la chimie étrange, où les hommes et les voitures sont comme des particules dans une émulsion de sable et de béton. À plus de 1500 mètres d'altitude, Albuquerque, un demi-million d'habitants, catalyse l'énergie du Nouveau-Mexique. C'est là qu'a été tournée Breaking Bad, cette série au succès mondial diffusée entre 2008 et 2013. Breaking Bad, c'est l'histoire de Walter White, un prof de chimie passé à côté de son talent et de sa vocation. Il apprend qu'il a un cancer en phase terminale et va se transformer en baron de la drogue pour mettre sa famille à l'abri financièrement. L'histoire d'une métamorphose où Albuquerque transforme une blanche chenille en un noir papillon. Si au départ, c'est pour des raisons prosaïques de subvention que la série est tournée ici, il apparaît rapidement à l'équipe que la ville a bien plus à offrir. Albuquerque est devenu un personnage de notre série. Un personnage vraiment important. Comme si la série avait trouvé le lieu qui l'a révélé. Northeast Heights, là où vit Walter White avec sa femme Skyler et leur fils handicapé de 15 ans. Un quartier résidentiel tranquille, construit après la Seconde Guerre, à un moment où l'Amérique aspire au nouveau modèle d'une société de consommation. C'était le rêve de l'époque d'avoir un garage à 2 voitures, 3 ou 4 chambres à coucher, peut-être 5, 2 salles de bain, et dans leur cas, une piscine. Il faut avoir à l'esprit que la maison que Walter et Skyler ont achetée était vieille de 35 ans à l'époque, et ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Ils rêvaient de quelque chose de moderne et de plus récent. 5 chambres, un bureau et une pièce où se détendre.
C'est un flashback à la fin de la saison 3 qui met en scène le couple lors de la visite de leur future maison. Skyler est enceinte tandis que Walter, jeune ingénieur particulièrement inventif, semble promis à un bel avenir. Je dis juste qu'il faut voir grand. Du moins plus grand qu'ici. Walt, c'est un bon quartier. L'école élémentaire est bien, le lycée aussi. Et crois-moi, j'ai vraiment cherché partout. On n'aura pas mieux avec notre budget. Alors on n'a qu'à augmenter le budget. Sérieusement, pourquoi avoir petit pour déménager dans 1 an ou 2? Quand Breaking Bad commence, le fils de Walter et Skyler a déjà 15 ans. Ils sont donc dans leur maison depuis tout ce temps. Cette maison qu'il n'a jamais voulu. Il est comme coincé dedans, à payer son crédit. Il étouffe. Quand on voit tout ce qu'il aurait pu faire avec le talent qui était le sien, eh bien ce lieu vient consacrer son échec et son égarement. L'univers kitsch et conformiste du quartier de Walter, devenu prof de chimie malgré lui, détonne avec celui de son beau-frère. High Desert à 10 minutes en voiture, au pied des Sandia Mountains. Hank Schrader, agent à la brigade des stupes, vit dans cette maison au style inspiré par l'architecture traditionnelle des Indiens Pueblo. C'est un super endroit où vivre. Avec ce cachet et la vue, c'est superbe. C'est aussi un quartier qui est beaucoup plus cher que celui-ci. Cela montre la différence de revenus entre un agent des stupes à Albuquerque et un enseignant d'une école publique. Il y a quelque chose de très satirique là-dedans. Walter White n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et c'est dans cette station de lavage, à quelques minutes de chez lui, qu'il cumule un second emploi. Il est ironique pour Walter White de travailler ici, car depuis le lycée où il enseigne, ça fait un sacré trajet. À Albuquerque, les lieux sont souvent bien plus éloignés les uns des autres que ceux qu'on imagine. C'est un peu comme si on était mariés à notre voiture. Par ailleurs, on ne le voit pas, mais on est dans le désert, et tout au long de l'été, il y a de la poussière et du pollen. Si vous n'y veillez pas, votre voiture se salit très vite. Je connais des gens, en fait ma femme, qui fait laver sa voiture toutes les semaines parce qu'elle n'aime pas qu'elle soit sale. La mienne est un peu moins propre, mais c'est parce que je suis radin. En tout cas, pour la plupart des gens, c'est très important. Ils sont très fiers de leur voiture et ils investissent beaucoup d'énergie pour la rendre belle et brillante. Maltraité par son employeur, l'humiliation de Walter White, ici, culmine. Et quand il apprend qu'il a un cancer du poumon en phase terminale, sa rage éclate et il démissionne. Ici, vous voyez, il y a une de ces publicités destinées aux personnes qui se retrouvent en situation de faillite. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les dettes médicales sont les premières causes de faillite. Walter White se tourne vers le trafic de méthamphétamine parce que ses frais médicaux ne sont pas remboursés par un système d'assurance publique. Cette station de lavage est un peu une métaphore dans la série. Walter White va se débarrasser du prof poussiéreux qu'il a été, et ce qui va en ressortir, c'est Heisenberg, un individu charismatique, incroyablement puissant et dangereux. La métamorphose initiée, le cocon trop étriqué de l'American Way of Life éclate. Et si Walter White, alias Heisenberg, rachètera plus tard cette station pour laver son argent, pour l'heure, il plonge dans une Albuquerque interlope où la drogue et le crime font loi. Avec Jesse Pinkman, un ancien élève dealer devenu associé, et son beau-frère à ses trousses, il plonge dans cette racine refoulée de sa ville en même temps que de lui-même. Chimiste génial, élevant la synthèse de méthamphétamine au rang d'art. Rail Yards, Downton,
autour duquel plusieurs scènes de Breaking Bad sont tournées. D'anciens ateliers de réparation ferroviaire, le cœur et l'âme d'Albuquerque. Walter White est un personnage à travers lequel s'exprime une vérité fondamentale. La vérité de quelqu'un qui a fait du mieux qu'il a pu, allant puiser dans ses ressources profondes. Il a travaillé dur, et qu'on approuve ou pas le chemin qu'il a pris, c'est cela qui compte. On peut avoir un sentiment similaire par rapport à cet endroit. Ce qui s'est joué ici était vraiment sérieux. Ces gens ont fait l'Amérique. Ils ont gagné leur vie, élevé leur famille, construit tous ces bâtiments. Ils ont fait avancer la société. Cet endroit, c'est un peu le Notre-Dame de Paris de l'Ouest. C'est le centre de notre monde. C'est une série de bâtiments du début du XXe siècle qui se déploie ici sur 11 hectares. Une architecture tout en fer qui pourrait être, en grand format, le squelette de Walter White. Rail Yards, c'est le début du capitalisme industriel. L'arrivée du train, des travailleurs immigrés, une activité qui transforme un village en métropole. Walter White, c'est le capitalisme dans sa version la plus crue. Un monde légal, un autre illégal, mais une violence qui en rappelle une autre. À cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Il n'y avait rien pour protéger les hommes. Ils venaient ici et il fallait que le travail soit fait. C'était très dangereux. Certains d'entre eux ont eu les mains coupées, la tête coupée. Il y a 7 grues ici. L'une d'entre elles pèse 250 tonnes. Si l'une des pièces de cette machine tombait, cela pouvait vous arracher la tête. Et je connais des histoires de têtes arrachées qui ont roulé par terre. Et le contremaître disait « Je sais que c'est dur les gars, vous pouvez prendre le reste de votre journée ». C'est au moment où Walter White arrive au monde, dans les années 50, que Rail Yards décline, rendu obsolète par la locomotive diesel. La société qui s'annonce est une promesse de progrès et de douceur. Mais très vite, celle-ci fait long feu. Les inégalités augmentent et avec elles, la consommation de drogue. Le Nouveau-Mexique est aujourd'hui le 3e État le plus pauvre des États-Unis. Breaking Bad, une expression pour dire « ça a mal tourné ». La logique véritable de cette société obsédée par le profit, sa formule, Walter White s'en empare et il en devient le maître. Walter White n'en a plus pour longtemps à vivre et ce qu'il souhaite, c'est laisser sa marque dans le monde. Cela me fait penser à mon propre père qui, quand il est venu à Albuquerque à l'âge de 8 ans, n'arrivait pas à traverser une pièce tant il était asthmatique. Toute notre famille a lutté férocement pour survivre ici. Pour moi, Walter White est la personnification de cela, cette rage à faire quelque chose de sa vie tant qu'on en a les moyens. C'est dans le désert, son immensité, partout autour d'Albuquerque, que la puissance de Walter White se déploie. Et c'est dans ce van, symbole de vacances et de progrès social, transformé en laboratoire, qu'ironiquement, dès le premier épisode, Walter et Jesse font leur entrée sur cette scène grandiose. D'abord à la recherche d'un lieu isolé, ils s'y trouvent au fil des saisons confrontés aux narcotrafiquants dans un déferlement de sauvagerie. Breaking Bad est un western moderne. Et donc il y a cette idée qu'à l'Ouest, les vieilles règles volent en éclats et qu'on entre dans un nouvel espace. Toute la série pose cette question. Qui va s'imposer sur ce territoire sauvage? Et ce qui est mis en scène, c'est que la frontière entre le gentil et le méchant devient très floue. Il y a cette dimension gothique qui surgit ici avec les fantômes de la conquête américaine. Et si le désert est si important, c'est parce qu'il nourrit l'ombre de Walter White. C'est l'endroit où il se régénère, mais par la violence. On est nu dans le désert à la manière d'un nouveau-né, dont le premier souffle nous rappelle ceci. La seule finalité au fait de respirer, c'est de vivre. Mais dans Breaking Bad, cette nudité fait aussi écho au nom de Walter. Walter White, c'est l'homme blanc qui se retrouve à poil sur un territoire qui n'est pas le sien et pour lequel il n'est pas adapté.
À quoi fait-on face dans le désert? À la mort et à la décomposition. Mais surtout, à quelque chose qui ne vous donnera rien de plus que le minimum pour vivre. Le désert, c'est l'inverse de l'excès. Et Breaking Bad ne parle que de ça, d'excès. Walter White, c'est l'homme américain blanc, terrorisé par cette dépossession de lui-même et qui du coup va tout prendre. Il prend dans cet environnement tout ce qui s'offre à lui, et plus encore. Et du coup, à la fin, il ne reste rien. Sa trajectoire est celle d'un cercle, et la mort est le dernier territoire où Walt peut aller. Elle gît peut-être là, la chimie de cet endroit, dans cette pureté de cristal, qui, si elle ne vous tue pas, vous apprendra à mourir. Il vous faudra tout perdre au Nouveau-Mexique, mais vous saurez que vous êtes vivant. Si vous avez vu le film Oppenheimer, vous avez pu découvrir Los Alamos, cette autre ville du Nouveau-Mexique où la bombe atomique a été inventée. Los Alamos, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Avec Oppenheimer, le film de Christopher Nolan, elle a refait l'actualité. Los Alamos, une ville du Nouveau-Mexique qui pendant des années est restée l'un des secrets les mieux gardés des États-Unis. La ville ne figurait sur aucune carte, ses habitants avaient reçu consigne stricte de ne pas l'évoquer. C'est là, à Los Alamos, que la première bombe atomique du monde a été fabriquée. En 1943, Robert Oppenheimer est nommé responsable du projet Manhattan. Son objectif, construire avant l'Allemagne la bombe nucléaire. Alors que jusqu'à présent les recherches sont menées dans tout le pays, il décide de tout centraliser. Los Alamos, perdu dans les montagnes du Nouveau-Mexique, ce sera parfait. Il fait venir là des milliers de scientifiques, avec leurs familles. Une ville fantôme se construit à l'abri des regards. Ils vont y vivre en vase clos plusieurs années. Pour les joindre, une seule adresse, la même pour tous, P.O. Box 1663, Santa Fe, New Mexico. Ils sont environ 5000 à vivre à Los Alamos, où on retrouve des laboratoires, mais aussi des maisons, une bibliothèque, une école, un magasin. Et les photos de l'époque, aujourd'hui déclassifiées, sont saisissantes. Parce qu'elles racontent la vie de tous les jours, les enfants qui jouent dans la cour, les parents qui travaillent, et le week-end, entre deux fissions d'atomes, on se détend en faisant la fête. Le quotidien parfaitement anodin de ces hommes et de ces femmes qui sont en train de concevoir l'arme la plus puissante de la planète. Aujourd'hui, Los Alamos existe toujours. C'est même l'un des plus grands labos de recherche au monde. Environ 10 000 personnes y travaillent quotidiennement et la ville figure désormais sur la carte. Los Alamos signifie « peuplier » en espagnol. Dans la mythologie grecque, le peuplier, c'est l'arbre de la mort, un symbole cruel. Ce qui a été fabriqué à Los Alamos a été l'arme la plus meurtrière jamais utilisée dans le monde. On va prendre l'air à présent dans les Vosges, à 1424 mètres d'altitude. 1424 mètres, c'est le point culminant du massif. Alors c'est évidemment moins haut que le sommet des Alpes, mais vous allez voir comment les Vosges réjouissent les amoureux de la montagne depuis plus d'un siècle. C'est l'héritage. Sur les ballons blancs du massif des Vosges, des skieurs en plein effort. C'est étonnamment ici, sur ces douces pentes enneigées de moyenne montagne, que la pratique du ski a débuté en France il y a 130 ans. Pas de pics ni de pentes infranchissables, mais d'immenses champs propices aux sensations de glisse. Dans une Alsace occupée par les Allemands, les pionniers du ski ont apprivoisé la montagne. Et si aujourd'hui d'autres sommets plus alpins se sont imposés aux amateurs de sensations fortes, ici, on prend le temps d'observer la nature, d'en jouir sans l'abîmer et de perpétrer l'esprit des anciens. En
En contrebas du Grand Ballon, le point culminant du massif des Vosges, les pistes de ski de fond rejoignent les flancs de collines. C'est là que Thierry Lupfer nous initie au premier virage de l'histoire du ski, le télémark. Donc là, on est en position courbe, donc appui talon avec le ski amont, appui orteil avec le ski aval, les épaules dans la pente. Après, on se redresse pour enchaîner l'autre mouvement, l'autre virage, et on refait la même chose. Donc appui talon, appui orteil, les épaules, et ainsi de suite. On avance comme ça. Plus on va appuyer, plus le ski va prendre la courbe, plus ça va tourner. Et comme ça, on se déplace en télémark dans les virages. Ok, c'est parti. Grimper en haut de la pente, car la montée fait aussi partie de l'exercice, avant une descente tout en élégance et fluidité. Dans le massif des Vosges, cette technique du télémark, originaire de Norvège, est pratiquée par les pionniers dès la fin du XIXe siècle. Depuis la défaite de la France en 1871, lors de la guerre franco-prussienne, l'Alsace est rattachée à l'Empire allemand. Une vingtaine d'années plus tard, une poignée d'Alsaciens, aisés et curieux, s'essaient à ce nouveau sport que les Allemands expérimentent déjà en Thuringe et en Forêt-Noire. Au Grand Ballon, on a Édouard Wolf, qu'on appelle aussi le Wolf du ballon, qui, lui, va dire dans les journaux qu'en Forêt-Noire, il y a des skieurs, va aller voir sur place et va se faire ramener une paire de skis en train dans la vallée. La petite histoire raconte qu'il serait allé les chercher à la tombée de la nuit pour ne pas être vu, parce qu'il craignait d'être pris pour un extravagant avec ses 2 grandes planches en bois. En plein air industriel, les citadins aisés ressentent le besoin de s'oxygéner loin des fumées de la ville. Les paysans du massif voient donc débarquer de Strasbourg, Mulhouse ou Colmar des aventuriers de la montagne, juchés sur leurs morceaux de bois que déverse le train pour une journée marathon sur les champs de neige avant de retourner à la ville. Il y a des témoignages qui racontent comment les gamins voyaient ces skieurs descendre jusqu'au train, jusqu'à la gare, et avaient l'air de bien s'amuser. Et sur cet exemple-là, ils vont commencer à se fabriquer des skis, à demander aux menuisiers, aux charrons, à tous les travailleurs du bois, parce que le bois était la matière première de l'époque, de fabriquer des skis. Et ils vont s'y mettre aussi. C'est vraiment une contagion, c'est un sport qui prend, quoi. D'autant qu'à cette époque, le massif est traversé sur sa crête par la frontière entre l'Allemagne et la France, la fameuse ligne bleue des Vosges. Le ski a son importance pour la surveillance des frontières, pour des missions d'éclaireurs skieurs. Et ces éclaireurs skieurs font des exercices, commandent des skis, donc suscitent une fabrication. Il y a une conscription aussi qui fait que les gens qui auront appris le ski, quand ils retournent à la vie civile, en gardent souvent la pratique et deviennent aussi des sortes de premiers moniteurs pour celles et ceux qui souhaitent s'initier au ski. Bon alors, cette deuxième petite descente là, ça donne quoi? C'est un peu trop technique en ce qui me concerne, faudrait que je travaille. Ah ouais, c'est clair, ça peut que venir en travaillant. Ouais. L'apprentissage de la glisse permet progressivement de constituer une communauté de skieurs passionnés qui s'organisent en association ou en club bien avant la Première Guerre mondiale. Ils incarnent déjà un ski de partage respectueux de leur montagne. À une demi-heure de marche, caché en pleine forêt, le refuge de l'Union sportive mulhousienne de Maufeld est uniquement accessible à pied. Posséder un abri pour la nuit, c'est la quête des fondus de ski qui souhaitent passer plusieurs jours sur place. Ils sont obligés de louer une chambre dans les fermes inoccupées l'hiver ou chez l'habitant s'ils veulent prolonger leur séjour de ski. Après la Première Guerre mondiale, les soldats revenus du front, coutumiers des entraînements, diffusent le sport dans la vie civile. Les clubs sont en plein essor. La montagne, à nouveau accessible et redevenue française, est alors prise d'assaut par des pratiquants toujours plus nombreux.
Il y avait pas mal de neige à l'époque et beaucoup de clubs de la région, des associations qui existaient dans la région, ont décidé de construire des cabanes ou des refuges pour pouvoir passer au moins une nuit ou se mettre à l'abri quand ils faisaient du ski. Nous ici, c'est l'Union sportive mulhousienne, donc une association de Mulhouse qui était multisport. Et les gens qui étaient dans cette association avaient décidé de venir construire ce chalet. Ils ont récupéré des tôles parce qu'il restait pas mal de matériel de la guerre qui traînait un peu partout. C'est vrai que les Vosges étaient un terrain de bataille, hein. Et ils ont construit ce chalet. Après l'école, on prenait le train dans la vallée jusqu'à Saint-Amarin. On avait 2 ou 3 heures de montée à pied et on venait pour toutes les vacances ou tous les week-ends, on était là. Et donc, comme nous étions là très longtemps et que le ravitaillement, ça posait quand même problème, on allait chercher le lait à la ferme, mais en dehors du lait. Donc on montait avec des poules, des poules qu'on mettait dans le hangar à bois. Du coup, on avait des œufs frais tous les jours. C'est une enfance, je dis, c'est retrouver un coin de l'enfance de venir ici. Hello! Salut! Viens, Mitou! Salut! Été comme hiver, le refuge devient un lieu de rencontre pour des familles entières qui se retrouvent autour du mythique foyer. Le feu, c'est particulier parce que c'est le traditionnel, le fourneau alsacien, le Korlof, qui sert de chauffage et en plus de la plaque de cuisson. Et si vous n'avez pas cet élément, vous restez chez vous. Hein. En hiver, de toute façon, en été, c'est autre chose. Mais c'est le nerf de la guerre, quoi. La première des choses que vous faites en arrivant, c'est faire du bois et allumer ce feu. Et puis chauffer l'eau dans les cuves pour avoir de l'eau chaude. C'est un peu spartiate parce qu'il n'y a pas de douche, on n'a pas de modernisme. On n'est pas installé pour ça. Hein. C'est réussi. C'est réussi. C'est très rare. Roland et ses amis, toujours très investis dans l'association, s'attachent à transmettre avec beaucoup de fierté l'âme rustique de leur refuge. Sur la route des Crêtes, la station du Markstein et ses 13 pistes de ski témoignent de l'âge d'or du ski vosgien. Dans les années 20, un industriel local a le rêve fou de construire un palace 4 étoiles dans ce petit hameau de montagne. Le grand hôtel, pas assez rentable, ne tiendra que 3 saisons. Mais il a le mérite de transformer le Markstein en station de sport d'hiver. Les skieurs peuvent aussi compter sur un dense réseau de chemins de fer développé par les Allemands durant l'annexion. Au lendemain de la guerre, l'Alsace compte 1800 km de voies ferrées qui desservent toutes les vallées du massif des Vosges. Les Parisiens venaient un petit peu, il y avait une volonté de la part des compagnies de chemin de fer de promouvoir leur train vers le massif des Vosges à travers les stations de ski vosgiennes. Et donc on retrouve énormément de publicités, de réclames de cette époque qui vantent les champs de ski vosgiens les plus proches de la capitale. Au début des années 30, la Fédération vosgienne de ski est la première de France en nombre de skieurs. On est vraiment dans une période où ces activités prennent grande ampleur, se structurent, s'organisent en club, ensuite en fédération. Et qui dit fédération dit compétition. Et donc il y a tout un calendrier de courses qui se met en place très rapidement, notamment au Markstein. Le premier concours de saut qu'on connaît en France s'est déroulé pas loin d'ici, sur les pentes du Tré, au Markstein, vers 1904. C'est un concours interne des Vosges Trotters Mulhouse, avec un saut de mémoire qui ne devait pas dépasser 7,50 m, mais qui était déjà considéré comme un petit exploit vosgien. L'aménagement de la montagne accélère l'essor du ski dans l'ensemble du massif, et notamment le premier remont-pente en 1937 qui est déterminant. En fait, très rapidement, les skieurs vont voir tout l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir un téléski, c'est-à-dire notamment les compétiteurs, puisqu'en termes de progression, si vous pouvez enchaîner 20 descentes dans la journée au lieu de 3, vous progressez plus vite, quoi. Et ça va être le début d'un équipement de la montagne, tel qu'on la voit aujourd'hui, qui va se mettre en place jusque vers les années 65-70, avec une dizaine de téléskis qui vont voir le jour. Mais parallèlement, les stations des Alpes du Nord et des Alpes tout court vont se développer avec des terrains de jeu qui sont largement plus larges et plus grands et qui offrent forcément aux skieurs d'autres attractions que les petits domaines skiables vosgiens. À
Alors que les premières petites stations vosgiennes déclinent, par manque de neige ou d'aménagement, à la fin des années 60, la pratique du ski dans le massif revient à ses premières amours. Le ski de fond, endurant, des pionniers. Un repositionnement aujourd'hui assumé à l'heure où l'on mesure les impacts du ski sur l'environnement. Du haut de ses 1424 mètres d'altitude, le Grand Ballon défie depuis toujours la communauté des skieurs de fond. Dans la tradition alsacienne, héritée de la culture allemande, après une bonne journée de montagne, les skieurs se retrouvent autour d'une tablée conviviale pour une Stammtisch. Merci. Bon, ben, santé. Bon, allez, santé, hein, skate. Alors on dit comment en Alsace là? Skate. Là. Hop, et on croise pas. Nous sommes une région de vin blanc, beaucoup de variétés d'ailleurs. Et donc les gens qui se retrouvent autour d'une table, les petits anciens, ils aiment boire un Fiatala, un petit quart de blanc. Puis de toute façon, on peut pas rentrer à la maison tant qu'on n'a pas bu un coup. Et j'aime aussi le vin blanc. Hein. C'est pas que pour les anciens, le vin blanc. Ah oui, non. La réputation des Vosgiens, c'est de savoir skier dans toutes les neiges. On est des touchés. Enfin, les plus pourris, quoi. Et toutes les météos aussi. Ça arrive depuis tellement longtemps qu'on ait des hivers sans neige que finalement, on n'a pas attendu aujourd'hui pour s'adapter. Quand il n'y a pas de neige, et ben, on fait autre chose. On va faire de la rando, on fait autre chose. On n'attend pas qu'il n'y ait plus de neige pour réfléchir à ce qu'on va faire. C'est là où nous, on a un tout petit temps d'avance. C'est que les Alpins, c'est maintenant que ça leur arrive. Et qui se sont... Avant, ils n'étaient pas habitués. Il y avait, peu importe, ils savaient qu'à partir de mi-décembre, ils pouvaient faire du ski ou d'autres pratiques. Et bien là, maintenant, malheureusement, ils sont confrontés au même problème que nous, on a déjà pu avoir en décalage de 15-20 ans minimum. Et puis nous, on arrive à skier et à proposer des activités sur très peu de neige finalement, parce que c'est des chaumes. Et du coup, ça glisse, il n'y a pas de cailloux, enfin, ça va super bien. Avec 5 cm ou 10 cm de neige, on arrive à faire tourner la station, à proposer des sorties raquettes, on sait où c'est engouffré le vent, on sait où est la neige. Et puis finalement, on s'en sort bien, hein. Il ne faut pas grand-chose. On va câliner nos papilles pour la suite, avec le dessert préféré du premier président tchécoslovaque. Alors, c'est pas la tête de veau façon Chirac ou le chili con carne d'Obama. Lui, son truc, c'était les quenelles. N'en déplaise aux Lyonnais, les quenelles tchèques sont aux fruits. Voilà la recette de Sandra qu'on a rencontrée à Marienbad. Bienvenue à Marienbad. Je m'appelle Sandra et aujourd'hui, je vais préparer pour vous les quenelles aux fruits. Mais avant de s'y mettre, j'aimerais vous faire découvrir quelques curiosités de chez nous. Nous avons une quarantaine de sources froides à Marienbad. Celle-ci s'appelle Carolina. Les visiteurs boivent souvent à la source avec des tasses particulières en porcelaine pour en garder les vertus curatives. Donc pas de plastique, mais cette magnifique petite tasse. Excellent. Nous nous trouvons actuellement à la bioferme Bélina, où nous allons acheter le fromage frais pour préparer les quenelles. Bonjour Yaroslav, je suis là pour acheter ton délicieux fromage frais. Tu en as? Oui, nous en avons d'excellents. Comment fait-on un bon fromage frais? Nos vaches sont dehors toute l'année. On n'ajoute aucun conservateur. C'est pour ça qu'il est si bon. Génial, nos quenelles seront délicieuses. Et voilà le fromage frais. Avec du lait pour accompagner. Merci, parfait. Au revoir. Bienvenue à la maison. Nous allons d'abord préparer la pâte pour les quenelles. On va utiliser notre fromage frais tendre. On le met dans un bol. Puis, on prend la farine et on saupoudre. On ajoute le jaune d'œuf. Et pour finir, un peu de sel. Maintenant, il faut pétrir la pâte. L'idéal, c'est de le faire à la main. D'habitude, je confie cette tâche à ma sœur. Mais c'est elle qui garde mon fils. Je vais donc le faire moi-même.
Moi, je n'aime pas du tout cuisiner, mais j'adore manger. C'est pour ça que mes recettes doivent être rapides et appétissantes. Aujourd'hui, on va faire des quenelles aux fraises. Mais selon la saison, on peut les faire à la prune. Les quenelles à l'abricot ou aux myrtilles sont aussi excellentes. D'abord, on saupoudre un peu de farine pour que la pâte ne colle pas. On prend un peu de pâte et on forme une galette. Puis, on enrobe la fraise. Une fois que toutes les quenelles sont prêtes, on les met à bouillir. Quand j'étais petite, j'aimais regarder les contes de fées d'Ourvinec à la télévision, une émission avec des marionnettes. Et un épisode était justement dédié aux quenelles aux prunes. Ourvinec demandait à son père « Comment sais-tu que les quenelles sont prêtes ?» Et Monsieur Speible lui répondait « Quand elles remontent à la surface. Donc nous allons attendre que les quenelles émergent. » Pour terminer, on râpe un autre fromage frais à pâte dure. D'abord, on met le sucre, on saupoudre. Ensuite, on recouvre avec le fromage râpé et on arrose avec du beurre. J'arrive! Super, des quenelles aux fraises. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter de la crème. Sandra, ces quenelles sont parfaites, comme toujours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as mélangé la pâte. Tu te souviens de la dernière fois? On se disait que si ça se passait mal dans notre travail, on pourrait créer notre propre business et vendre des quenelles. Un bistrot à Marienbad? Oui, on l'appellerait à la petite quenelle, à la fraise. On a fait du ski tout à l'heure dans les Vosges. Et bien maintenant, on part à Taïwan nous essayer au baseball. Avec une histoire qui n'est pas pour rien dans l'engouement des Taïwanais pour ce sport, devenu incontournable. Petite île tiraillée entre les deux géants chinois et japonais, Taïwan a connu de nombreuses occupations et colonisations. L'une des plus longues débute en 1895, quand la première guerre sino-japonaise touche à sa fin. Perdante, la Chine cède au Japon certains de ses territoires, dont l'île de Formose, actuelle Taïwan. Les Japonais y resteront 50 ans. Avec l'arrivée de ces colonisateurs, une nouvelle discipline, très populaire dans leur pays, fait ses premiers pas à Taïwan, le baseball. Il va s'enraciner progressivement et provoquer en 1931 un petit miracle pour une équipe taïwanaise. Chen Shu-yuan est spécialiste de l'histoire du baseball taïwanais et professeur à l'université nationale Cheng Kung de Tainan, construite par les Japonais au début du XXe siècle. Au début, seuls les occupants japonais pouvaient jouer au baseball à Taïwan. Mais à partir des années 1920, on a commencé à promouvoir le baseball dans des écoles primaires, c'est-à-dire dès l'enfance. C'est un baseball à la sauce nippone que les Japonais apportent avec eux à Taïwan. Un sport qu'ils ont importé des États-Unis dès les années 1870. En fait, au tout début, le développement du baseball au Japon n'a pas été facile. Mais il s'est produit quelque chose d'intéressant. C'est que les promoteurs de baseball ont commencé à fusionner le baseball avec le code moral du Bushido.
En fait, c'est la raison principale pour laquelle le baseball japonais est différent du baseball américain. C'est parce qu'ils considèrent la batte de baseball comme le sabre d'un samouraï. Il faut en prendre soin, la respecter et aussi privilégier un fort esprit d'équipe, contrairement à l'esprit très individualiste du baseball américain. Dès 1915, la première fédération taïwanaise de baseball est créée. Petit à petit, le sport conquiert toute l'île. Des championnats s'organisent. Des équipes se distinguent et triomphent parmi toute la population. Mais l'objectif des Japonais est d'intégrer Taïwan à l'Empire nippon et d'en faire une province japonaise. C'est la raison pour laquelle ils intègrent Taïwan au Koshien, qui est le tournoi national japonais de baseball. Et les premières années de la création du tournoi, c'est toujours l'équipe de Taipei, la principale ville qui représente la province taïwanaise. Et cette équipe est majoritairement composée de Japonais qui vivent à Taïwan. Mais en 1931, les Kano, qui viennent du sud du pays, non loin de la ville de Tainan, et dont l'équipe est composée de Taïwanais d'origine chinoise, de Japonais et de Taïwanais d'origine aborigène, vont faire sensation. Pourtant, ça a commencé très mal, très mal. L'année de la création de l'équipe des Kano, ils n'ont pas gagné un seul match. Toutefois, après avoir suivi un entraînement plus strict, et même assez sévère, on a constaté qu'elle avait énormément progressé. Mais c'est en 1931 qu'elle est devenue une équipe très forte. Tellement forte qu'elle bat toutes les équipes de l'île et gagne l'honneur de représenter Taïwan au Japon pour affronter les équipes japonaises. Dans le système du tournoi Koshien, si on perd un match, on rentre à la maison. C'est un tournoi très difficile. Et les matchs commencent sous les regards des spectateurs japonais curieux de voir jouer cette équipe taïwanaise de seconde catégorie. Le premier match, ils l'ont joué contre l'équipe de Kanagawa. Et les Kano ont gagné, mais de très peu, avec seulement 3 points d'avance. Et là, c'est la surprise. On se dit qu'ils ont eu de la chance. Lors du deuxième match, les Kano jouent contre l'équipe de Sapporo, en provenance d'Hokkaido. Et là, les Kano gagnent encore, et largement, avec un score sans appel. C'est une révélation. Les spectateurs commencent à s'intéresser vraiment à eux, non seulement sur place au Japon, mais aussi à Taïwan. Au troisième tour, ils jouent contre l'équipe de Kokura. Les gens sont très curieux de savoir si les Kano pouvaient continuer à gagner. Et ils n'ont pas fini d'être étonnés. Au final, les Kano remportent leur match contre Kokura. Et après avoir remporté 3 matchs d'affilée, ils étaient prêts à aller en finale. Les Japonais et les Taïwanais retiennent leur souffle. La finale se déroule contre l'équipe de Chukyo de Nagoya. Et les Kano perdent, mais contre une équipe qui deviendra légendaire. Le conte de fées prend fin et les Kano rentrent à Taïwan. Mais ils sont parvenus à montrer à tout l'Empire qu'une équipe multiethnique pouvait jouer aussi bien que celle entièrement composée de Japonais. Le baseball leur a permis de se sentir à la hauteur des Japonais, même si ce fut la première et la dernière équipe taïwanaise à se hisser à une telle place de la compétition. Après le départ des Japonais en 1945, cette histoire tombe dans l'oubli. En fait, dans l'après-guerre, on ne parlait plus de l'histoire des Kano, car c'est une histoire de l'époque japonaise. Une époque occultée par le régime nationaliste chinois de Chiang Kai-shek qui instaure la loi martiale jusqu'en 1987. C'est au moment où l'île redécouvre son identité taïwanaise, au début des années 90, que l'histoire ressurgit et fera même l'objet d'un film. Et en 1992, lors des Jeux Olympiques de Barcelone, Taïwan vole la médaille d'argent au Japon, un pied de nez à la victoire manquée des Kano 60 ans auparavant. Alors, est-ce que vous êtes fan de Vermeer? On va vérifier ça tout de suite. Dans la devinette du jour, je vous demandais aujourd'hui pourquoi le peintre hollandais avait dû se convertir au catholicisme dans sa ville de Delft, pourtant dominée par les protestants. Eh bien, c'était par amour pour Katharina, une catholique. La mère de la jeune fille est une catholique décrite comme fanatique. Elle refuse le mariage si Vermeer ne se convertit pas. Il change donc de religion par amour.
Le couple s'installe dans le quartier papiste où les catholiques de Delft sont tolérés. Ce nouvel environnement va influencer sa peinture en lui permettant d'échapper au carcan calviniste, par exemple avec cette toile qui représente une scène de prostitution. Je vous dis bis bald.